Bonjour tout le monde, Annabelle Boyer pour le programme l'ABC du non-verbal et aujourd'hui on va parler des éléments qui vont rendre le langage corporel incohérent. Donc quels sont les éléments qui vont venir affecter la cohérence du non-verbal et qui peuvent inévitablement influencer l'interprétation que vous allez avoir de la communication non-verbale de quelqu'un. Le premier élément, ce sont les peurs parce que dans certaines situations, vous allez avoir des attentes face aux réactions des gens et la réaction que vous allez avoir ne correspondra pas à celle qui est attendue parce que la personne vient de tomber dans ses peurs. Par exemple, à un moment donné, j'ai annoncé à mon conjoint que mon éditeur m'envoyait au Salon du livre de Paris. Pour moi, c'était une bonne nouvelle. Donc, je m'attendais à ce que la réception soit positive. La réception a été plutôt mitigée, à la limite négative, parce qu'on était dans une période où il y avait eu plusieurs attentats terroristes en Europe. Alors pour mon conjoint, ça représentait un risque au niveau de la sécurité. Moi, ce n'est pas du tout à ça que j'ai pensé quand je lui ai proposé d'aller en Europe avec moi. Au contraire, je n'ai même pas pensé aux attentats. Donc, son non-verbal n'était pas cohérent avec les attentes que j'en avais. Il était content en partie, mais en même temps, il était terrorisé à l'idée qu'il nous arrive quelque chose. Donc, j'avais une totale incohérence dans son langage corporel parce que sa propre réaction était mitigée et elle était guidée par la peur. Et à ce moment-là, inévitablement, la personne ne peut pas s'empêcher d'avoir peur. La peur devient envahissante. Alors, même si la personne essaie de se forcer pour avoir une réaction positive, c'est extrêmement difficile parce que, comme je vous le disais, la peur est envahissante. Et à ce moment-là, on va avoir un langage corporel qui va être à plusieurs niveaux totalement incohérent. Donc, ça va venir affecter le langage corporel et vous allez avoir de la difficulté à interpréter ce langage corporel-là parce qu'il va falloir démêler quels sont les items qui sont liés à ce que la personne dit, à ses propos, à sa cognition, mais quels sont les items qui sont liés à l'émotion, quels sont les items qui sont liés à la relation. Et tout ça, à travers ça, bien, vous avez des masques d'interprétation, des masques de communication qui vont venir interférer et qui vont venir biaiser inévitablement la communication non verbale. L'autre chose qui rend incohérent le langage corporel, ce sont les blessures. Les cinq grandes blessures de l'âme dont on parle souvent, la trahison, vous allez avoir le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Ces blessures-là, souvent les gens ne sont pas conscients. On a tous les 5 blessures en nous. Jacques Salomé parle aussi de la blessure d'impuissance. On a tous les blessures en nous, sauf qu'on en a qui sont plus importantes. Généralement, il y en a 2 plus majeures. Mais tant qu'on n'est pas conscient de quelles sont nos blessures, bien inévitablement, on va avoir des réactions particulières et ça va se traduire dans le langage corporel. Donc, il y a des situations où on va avoir des réactions qui sont surdimensionnées et dans le langage corporel, ça va être très, très visible, mais ça va être incohérent avec la situation, incohérent avec la problématique ou tellement beaucoup plus gros que ce à quoi on aurait pu s'attendre que, inévitablement, l'autre personne qui analyse notre langage corporel va être très, 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 très surprise. Donc, il faut prendre conscience de nos blessures et prendre conscience, dans la mesure du possible, de la blessure qui vient de s'éveiller chez l'autre pour être en mesure de comprendre le langage corporel. Parce que si vous avez simplement eu l'impression que vous vous affirmiez, mais que l'autre personne a une blessure, par exemple, de rejet ou de trahison, et qu'elle perçoit votre affirmation comme étant un rejet, elle va avoir des signes de réaction, de la colère généralement, et ça va vous apparaître totalement incohérent avec la situation. Puis souvent, il y a des gens qui essaient de passer par-dessus leur propre émotion. Donc là, on est moins dans la peur, mais plus dans la blessure. Mais encore une fois, cette blessure-là vient inévitablement influencer son langage corporel. Ça se fait souvent dans l'inconscient. Et si la personne n'a pas fait un travail sur elle-même avec un professionnel, bien souvent, ça va perdurer dans le temps. Et ça va venir teinter chacune de ses relations, chacune de ses communications. Et à ce moment-là, bien, dès qu'on touche un point sensible, il va y avoir une surréaction. Et ça, il faut que vous soyez conscient de ça parce que en analysant le langage corporel, vous allez voir des éléments. Vous allez voir du non-dit.
vous allez voir du mensonge, vous allez essayer de tendre vers une plus grande authenticité, vous allez essayer d'amener l'autre dans votre bulle d'authenticité, mais il y a des moments où vous allez toucher une blessure, vous allez toucher un point sensible et vous allez, en voulant aider l'autre à être plus authentique, en voulant aider l'autre à l'amener dans un cercle de réflexivité, parce que vous allez toucher un point sensible qui n'est pas conscient et qui n'est pas guéri, à ce moment-là, cette personne-là va surréagir et là, vous allez, je vous le dis, vous allez être très, très, très surpris de la réaction et vous risquez à ce moment-là de manquer d'outils. Vous ne vous attendrez pas à une réaction comme ça et vous ne saurez pas quoi faire. Donc, il faut prendre le temps de connaître ces blessures-là pour être en mesure de mieux réagir, d'être mieux outillé pour avoir une communication qui est plus apaisante à ce moment-là. Ça ne vous épargnera pas toutes les fois où vous allez toucher des points sensibles chez l'autre, mais vous allez être davantage conscient, davantage outillé pour aider l'autre à revenir dans une certaine sérénité. Dans les autres éléments qui inévitablement vont affecter le langage corporel, et ça me revient souvent dans les questions, c'est la timidité. Parce que souvent, les gens me disent « Ah, qu'est-ce que tu penses, toi, des gens qui ne te regardent pas dans les yeux quand tu leur parles? » Et là, ils partent avec l'idée que ça, c'est étrange, on a un billet d'anachronisme, et donc, parce que c'est étrange, ça doit être un mensonge. Mais en fait, c'est juste parce que la personne, elle est timide. Et parce qu'elle est timide, elle va avoir tendance à regarder ailleurs parce qu'elle se sent envahie par votre regard. Elle va avoir tendance à s'écraser les doigts, à s'accrocher après la bandoulière de son sac à main, à tirer sur ses vêtements, à replacer ses cheveux souvent. Mais c'est sa timidité qui entraîne ça. Et parce qu'elle n'est pas à ce moment-là dans une situation de confort, dans une situation de confiance, la timidité prend le dessus et vous allez mal l'interpréter. Et ça arrive très, 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 très souvent. C'est hallucinant la quantité de fois où les gens sont timides, sont gênés et les autres ne perçoivent pas ça comme la timidité, mais bien comme un signe de mensonge. Pourtant, ça arrive tellement souvent. L'autre chose qui va venir biaiser votre interprétation, parce que ça va venir biaiser le langage corporel, c'est le phénomène de la projection que vous allez retrouver. C'est un phénomène dont on parle beaucoup en psychologie et qui va faire que quand on n'aime pas quelque chose chez l'autre personne, c'est souvent quelque chose que l'on a en nous qu'on ne veut pas reconnaître. Donc, si moi, je trouve ça laid être en colère, j'aime pas ça quand moi je suis en colère et je n'apprécie pas cette colère-là et j'ai l'impression que cette colère-là, elle n'est pas bien, mais à ce moment-là, quand quelqu'un d'autre se met en colère, je vais interpréter sa colère comme si c'était la mienne et je vais porter un jugement sur ce que l'autre personne vient d'avoir comme réaction. Puis ça se peut aussi que je lui prête des intentions qui sont en fait les miennes. Ça se peut que je dise à l'autre personne, par exemple, que ce qu'elle voulait dire, en fait, c'était l'affaire. Là, je viens d'y mettre des mots en bouche. Là, je viens d'y prêter une intention. Je viens de projeter quelque chose qui est dans ma tête, en fait, qui n'est pas nécessairement dans la sienne. Si moi, j'ai peur de quelque chose et que je ne veux pas admettre ma peur, bien, ça se peut que je pense que l'autre a peur de quelque chose. Là, je viens de faire une projection. Donc, j'ai pris ma peur et je l'ai attribuée à quelqu'un d'autre. Donc, si vous faites vous-même de la projection, je vous rappelle, c'est inconscient, ça va vous demander un travail avec un professionnel, généralement avec un psychologue, pour être en mesure de voir les phénomènes de projection. Mais inévitablement, ça va venir affecter le langage corporel. Et si vous êtes avec quelqu'un qui fait beaucoup de projections, vous allez voir que le langage corporel va être très intéressant à observer parce que la personne va vous prêter des intentions, va vous prêter des émotions, va vous prêter des états qui ne sont pas les vôtres, qui sont les siens, mais parce qu'il n'arrive pas à les assumer, il va vous les transférer, il va vous les projeter. Donc ça va venir affecter le langage corporel, c'est inévitable. L'autre chose, c'est la conviction. Et ça va arriver quand on a affaire à quelqu'un qui ment, et ça, on le retrouve souvent, entre autres, quand on a des cas de maladie mentale, la psychose, la schizophrénie, c'est toujours surprenant de voir que là, le langage corporel est tout à fait cohérent avec l'histoire, même si on sait que l'histoire est fausse. En temps normal, on devrait avoir des incohérences, on devrait avoir des signes de mensonge. Mais parce qu'on est dans un cas de maladie mentale, la personne, elle se croit. La personne, elle est convaincue de ce qu'elle dit. Elle est convaincue de la véracité de ce qu'elle dit, ce qui fait que ce ne sont pas des signes de mensonge que l'on va avoir chez cette personne-là. Au contraire, la personne a vraiment l'impression d'avoir vécu ce qu'elle décrit. Quelqu'un qui raconte le même souvenir et qui l'embellit d'une fois à l'autre, ou qui, au contraire, l'enlaidit d'une fois à l'autre,
Mais à la fin, au bout de quelques années, cette personne-là, elle se croit et son langage corporel va être tout à fait cohérent avec ses propos, mais totalement incohérent avec ce qui s'est réellement passé. Donc, si vous vous attendez à ce moment-là à avoir des signes de mensonge, vous n'en trouverez pas. Parce que la personne, elle est convaincue, elle est dans un état de conviction. Puis à ce moment-là, son langage corporel va aller avec son état de conviction. Même si vous savez que ce que la personne est en train de dire, c'est un mensonge. Donc, ce sont quelques éléments qui vont faire en sorte qu'il va y avoir des incohérences dans le langage corporel. Il faut en être conscient. Il y a des fois où vous n'arriverez pas à établir un climat d'authenticité, de réflexivité et d'intégrité. C'est normal, ça va dépendre dans quel état sont les autres personnes aussi. Si les autres personnes sont dans leurs blessures, ça va être beaucoup plus long avant de réussir à les faire entrer dans un état de sérénité et de calme, parce que les gens sont rarement conscients de leurs blessures et veulent rarement les travailler. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.